Salut, toujours sur le site de la nature à l'état pur. Aujourd'hui je vous emmène sur une petite vidéo pour parler un peu plus précisément de la construction en super adobe, donc de l'écodôme. Voilà, pour ceux que ça intéresse, j'ai posé quelques petites questions à Sébastien qui a bien voulu nous raconter un petit peu son expérience avec la construction en super adobe. Donc vous avez vu le bâtiment, vous allez le voir encore là à l'instant. Donc c'est assez impressionnant puisqu'ils ont construit la structure en 2 mois. Et bon, ils étaient 4 personnes. Et 4 personnes, 6 jours sur 7, 12 heures par jour, à lever des seaux de sable et à remplir les sacs pour faire ce bâtiment. Bon, ils ont eu des aides ponctuelles les week-ends, d'autres personnes, donc ils n'étaient pas que 4 tout le temps, mais quand même. C'est quand même un sacré boulot. Voilà, je vous laisse avec Sébastien qui va nous expliquer tout ça plus en détail. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao. C'est Sébastien. On voit derrière toi l'écodôme. Je voulais te demander, poser quelques petites questions. Déjà, pourquoi avoir choisi la technique du super adobe pour construire? Ça c'est une grosse question. En fait, le plan d'origine, le projet d'origine était basé sur un camp d'hébergement Tipeee. Le camp d'hébergement Tipeee, on l'a mis en place en 2012 dans l'Outaouais. Forcé de constater après 1 an que le Tipeee c'était bien, mais ça ne correspondait pas à tous les types de clientèle. Dormir par terre ne correspond pas à tout le monde. C'est à ce moment-là qu'on s'est mis dans une recherche de trouver d'autres types de bâtiments. On en a vu plusieurs. On s'est intéressé aux ombres, on s'est intéressé aux carters, on s'est intéressé aux lovnis. Plusieurs types de bâtiments qui permettaient d'offrir des hébergements variés, je dirais atypiques, parce que c'était pas mal ce qu'on recherchait. Ronds de préférence. Et on est tombé sur la technique super adobe. On n'était pas convaincu au départ, mais on est allé suivre la formation. Et c'est à la sortie de cette formation-là qu'on s'est rendu compte que ça correspondait exactement à ce qu'on recherchait. Formation chez Colert alors? Chez Colert, ouais. Donc ça correspondait à ce qu'on cherchait pour côté économique, côté durabilité, être en rond. On s'est rendu compte chez Colert que le rond en mode dôme, tout circule pas de la même façon. L'air circule pas de la même façon, le son circule pas de la même façon et on peut facilement entendre que d'autres vibrations circulent pas de la même façon. Et on a beaucoup apprécié l'expérience. Puis de là est partie l'idée de choisir super adobe. On savait que ça n'avait pas été encore fait dans des climats comme ici. Avec les pour et les contre de ça. Mais bon, disons qu'on s'est décidé de... Vous avez pris le risque et décidé de faire ça, d'accord. Et tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste la technique en fait du super adobe? La technique est relativement simple. Ça a été inventé déjà par un architecte américain, mais israélo-américain. Il y a eu un mandat de la NASA pour inventer des types de construction pour construire sur la Lune et sur Mars. Déjà, quand on a entendu l'idée, nous, on trouvait que c'était assez flyé pour nous, donc ça correspondait bien à notre recherche. Et suite à ce type il a inventé ça pour la NASA, mais comme c'est quand même assez de travail à mettre en place, je pense que la NASA n'a peut-être pas retenu le projet parce que le côté avantageux, c'est qu'il n'y avait pas de matériel à amener sur les planètes où on voulait construire ce type de bâtiment-là parce que tout est en dessous des pieds. En revanche, c'est beaucoup de travail physique, donc je pense qu'avec un abri de scaphandre sur la Lune, je me vois mal construire un super adobe.
Ouais, donc tu dis qu'il n'y avait rien à amener, donc parce qu'en fait le principe c'est des sacs de terre. Donc, le principe de cet architecte-là, c'est on a tout sous les pieds pour construire sa propre habitation. Et ce qu'il dit, c'est when the earth turn to gold. Donc, quand la terre se transforme en or. Donc cet architecte-là a inventé cette technique-là. C'est en fait des tubes, des grands tubes, des sacs en fait, mais des grands tubes. C'est du polypropylène, donc c'est des sacs de plastique qui sont remplis de sable dépendant du sol auquel on est confronté sur le terrain où ça se construit. On travaille avec différents produits, c'est-à-dire que si c'est un sol plutôt sablonneux, on va plutôt travailler avec du ciment qui a plus d'affinité avec le sable. Et si c'est un sol plus argileux, on va travailler plutôt avec la chaux qui, elle, a plus d'affinité avec l'argile. Ici, c'est un sol plutôt sablonneux, même complètement sablonneux. Donc, on a travaillé avec le ciment. Et le principe est comme le ciment est enfermé, le mélange est enfermé à l'intérieur de sacs, le ciment sèche très lentement, ce qui est idéal pour le ciment. Ce qui fait que on réussit à obtenir des résultats de résistance beaucoup supérieurs avec moins de ciment. Donc le principe est d'utiliser à peu près entre 5 et 10% de ciment. Toi, tu avais dû faire une analyse de ton sol alors pour... Voilà. Ça, de toute façon, c'est ici au Québec, ça fait partie du processus pour construire quelques types d'habitation que ce soit. Ah oui. Donc l'étude de sol doit être faite. Puis après ça, en fonction des résultats de l'étude de sol, on fait des tests de solidité avec le sol plus le produit qu'on veut utiliser. Et on fait des tests de solidité pour savoir jusqu'à combien on peut descendre la dose pour pas sous-doser non plus. Techniquement, on pourrait faire juste avec du sable. Ça a été fait à Calhort. Le problème de cette approche-là, c'est que c'est résistant et tout, mais quand un sac se perce, ça se vide tranquillement. Ça n'affecte pas la solidité du bâtiment, mais à balayer, ça devient incommodant. Donc en fait, c'est des sacs sans fond qui peuvent faire plusieurs kilomètres de long, c'est ça? Des rouleaux de tubes. Et on fait des sacs à la longueur de ce qu'on a besoin. Et en général, on coupe le sac idéalement pour faire tout le tour du bâtiment. D'accord. Et du coup, on lui donne la forme qu'on veut. Ça peut être des ronds, ça peut être des carrés, ça peut être... Oui. C'est sûr que c'est une technique qui se prête un peu moins bien au carré, là, dans le sens où faire une ligne droite... Moi, j'en avais vu au Brésil qui faisait avec... bien sûr, ça avait bien fonctionné. C'est pas que ça fonctionne pas, c'est que faire une ligne droite étant plus difficile que de faire une courbe. D'accord. Et du coup, on empile donc chaque ligne, chaque sac l'un sur l'autre, ce qui permet d'aller jusqu'en haut faire des dômes. Exactement. Et le dôme ne se fait pas non plus de façon aléatoire. Il y a un système de compas qui est en place. À l'intérieur, il y a deux sortes de dômes. Il y a les dômes qu'on pourrait, comme un igloo, où là, il y a un seul compas qui sert à faire toute la dimension du dôme au complet. Ouais. Ça, c'est ce qu'ils appellent les dômes romains. C'est comme une arche romaine. D'accord. Ou une arche romaine, en fait, c'est un compas qui touche... C'est la même courbe, en fait, de bout à bout. C'est la même courbe de bout en bout. Un seul compas. Ça, c'est les arches dites Lancet. Donc, là, ça prend deux compas. Il y a un compas au centre et un compas à l'extérieur. Et le compas de l'extérieur, lui, ne bouge jamais. C'est lui qui fixe la courbe et permet de rajuster le compas du centre à chaque rangée. Donc, on mesure les deux compas à un point fixe du mur. On rajuste le compas du centre et ça nous permet de faire le tour et de rentrer juste à la bonne... Le compas du centre, il va faire ton cercle horizontal alors? Oui. Mais il est rajusté avec le compas de l'extérieur. Pour le compas de l'extérieur, lui, si on imagine avec le compas, le compas de l'extérieur, lui, ne bougeant pas, il va faire l'arche.
Mais pour fixer, pour l'arranger horizontale, ben, on réajuste le compas du centre avec, en concordance avec le compas extérieur, qui permet de fixer au niveau donné le niveau du compas du centre et d'être égal au niveau de nos cercles. D'accord. Et ça, c'est comment? Quelle technique tu dis? Comment ça s'appelle? Ça, c'est le type d'arche, c'est les arches Lancet. Lancet. Ouais. D'accord. Et ben, l'écodrome est fait, en fait, c'est un arche Lancet sur 360 degrés. D'accord. Et en haut, alors par contre, tout au sommet, on voit qu'il y a une coupole en... C'est quoi? C'est du plexiglas? Ouais, c'est du plexiglas. Ça a été, je dirais, une des parties les plus difficiles à mettre en œuvre. Dans le sens où, pour pas que l'eau rentre par on appelle ça un skylight. Pour pas que l'eau rentre par le skylight, idéalement, il faut avoir un skylight qui se pose par-dessus la structure. Et on pourrait le visser. Et là, imaginez mettre du silicone sur le vissage. Et là, il n'y a pas d'eau qui peut rentrer. Mais nous, c'était un skylight qui était conçu pour une yourte. Ah, d'accord. Et on a eu beaucoup de mal à l'adapter à cause que c'était pas fait exprès. En tout cas, ouais, c'est ça qui permet d'avoir toute la luminosité à l'intérieur du dôme. C'est vrai que c'est chouette. Il y avait aussi une petite question au niveau des fondations. Alors apparemment, c'est la législation québécoise. En fait, le plan de l'architecte, comme je disais tout à l'heure, c'est un architecte américain. Donc, les normes sur lesquelles a été construit, c'est les normes de la Californie. Il faut savoir que ce type de bâtiment-là est anti-sismique, c'est-à-dire que la Californie, quand ils sont venus faire les tests sur la solidité des bâtiments, ont monté jusqu'à 300% au-dessus des normes californiennes qui sont les plus élevées en Amérique au niveau sismique. Le test est assez simple, ils attachent des bandes autour du bâtiment et comme un tremblement de terre fait un mouvement comme ça, en attachant les bandes et en mettant une pression sur le bâtiment, ils en général font ça jusqu'à ce que le bâtiment s'écroule pour vérifier le niveau de solidité et ils tirent avec des camions. Et ils sont montés à 300% au-dessus des normes californiennes et n'ont jamais réussi à mettre le bâtiment à terre. Ils sont arrêtés parce que c'est leur équipement qu'ils auraient brisé. D'accord. Donc mais là-bas, il n'y a pas de fondation en Californie. Là-bas, il n'y a pas de fondation. En fait, les sacs ayant une largeur d'à peu près, dépendant de la dimension du dôme, parce que plus le dôme est grand, plus les sacs doivent être larges pour avoir une bonne assise. D'accord. Disons qu'un dôme comme celui-là, le dôme principal, c'est des sacs de 16 pouces. C'est bien ça, hein, Lisa? 16 pouces, ça donc fait 16 pouces. Une quarantaine de centimètres. 16 pouces, mais comme le sac est pas rond, il est aplati parce qu'on tape la matière à l'intérieur pour qu'elle soit bien tassée. Donc, le sac étant aplati, il est plus large que haut, ce qui fait que 16 pouces devient en général 18 à 20 pouces. Ça fait quoi en centimètres, ça? Une quarantaine, 50, 40? 2,2 cm par pouce. Ouais, voilà, donc une quarantaine et quelques de centimètres. Donc, ayant cette largeur-là de sac sur un sol qui est bien drainé, ça n'a pas tendance à s'enfoncer. Donc, ce qui est fait sur les plans d'origine, c'est simplement de creuser l'épaisseur de 2 ou 3 sacs en dessous de la terre. Ça a pour objet de rendre le bâtiment plus solide parce que la seule façon que ce bâtiment peut s'écrouler, c'est comme ça. Donc, en enterrant les premières rangées, le bâtiment peut pas, il est entouré de terre, donc il peut pas s'ouvrir de la base. Ouais. Donc, c'est ce qui rend le bâtiment aussi solide. D'accord. Et donc vous, là, vous avez été obligé par contre de faire les fondations à cause de la législation québécoise? Nous, c'est aussi simple que les plans étaient américains. On a dû les faire approuver aux normes canadiennes. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent une révision réglementaire. Ça veut dire architecte et ingénieur se replongent sur les plans, redessinent pas les plans. Ils retouchent en rien au plan, mais ils regardent tous les plans architecturaux et les adaptent aux normes d'ici. C'est-à-dire que vérifient chaque critère pour savoir si ça correspond aux normes. Et ce qui correspond pas aux normes selon eux,
ils produisent un rapport à la sortie de cette révision-là en disant, ben voilà, pour être aux normes, le bâtiment devrait avoir telle modification. Le bâtiment correspondait aux normes de façon globale, mais ici au Québec, à cause des gels, comme ce type de bâtiment-là n'est pas connu, tous les bâtiments doivent avoir une fondation, donc être attachés au sol, soit une dalle flottante, soit un solage. À mon avis, à la vue de l'expérience ici, ça aurait été probablement mieux sans, dans le sens où là, la dalle est là, le bâtiment est posé dessus, mais l'eau qui s'infusait, ben là, il ne s'infuse plus parce qu'on l'a imperméabilisé de façon permanente. Mais avant qu'on l'imperméabilise, l'eau s'infusait dans le ciment. Et dans la construction classique de Calhert, ben, elle aurait simplement infusé jusqu'au bas et continué à infuser dans le sol. Donc, surtout sur un sol ici où on a du sable, on n'aurait probablement pas subi les mêmes problèmes d'humidité qu'on a subi ici si on avait respecté les plans de Calhert. Mais bon, ici exigeait la dalle de béton, donc on a joué le jeu, on a fait le bâtiment sur une dalle de béton. Donc ouais, tu peux nous en dire un peu plus sur les petits soucis justement au niveau de l'imperméabilisation? Ben, le ciment n'étant pas imperméable, notre première approche a été de vouloir faire un crépi avec un produit qui s'appelle le Pénétron. C'est un produit qui fait cristalliser le ciment et le rend imperméable. C'est utilisé par exemple dans les grands bassins pour les cétacés, les baleines, etc. dans les parcs aquatiques. Donc, ben, déjà, si c'est utilisé pour des êtres vivants, ben, c'est que c'est pas trop toxique une fois que la réaction a été faite. Donc, on a opté pour cette approche-là. Ce qu'on n'avait pas vraiment bien pris en compte, c'est que ce produit-là fonctionne avec le ciment. Donc, comme nous, on travaillait à dose plus réduite au niveau ciment pour être le plus écologique possible, et que c'est plutôt l'inverse, quand ils travaillent avec ces produits-là, ils ont tendance à forcer la dose de ciment. Le produit n'a pas fonctionné comme on l'attendait. Ce qui fait que le bâtiment continuait à infuser et l'eau rentrait pas par des fissures, elle infusait simplement dans le bâtiment et se ramassait dans le bas des murs et beaucoup d'humidité. Et donc elle restait à cause de la dalle, elle restait dans la maison. Elle restait sur le bâtiment. C'est là qu'on a vu que notre dalle n'était pas tout à fait droite parce que ben, il y a des endroits plus bas et l'eau s'accumulait à ces endroits-là. D'accord. Et donc vous avez trouvé une solution? Ben, il y avait plusieurs solutions qui s'imposaient, mais disons qu'à chaque année, un crépi ici au Québec qui a de l'humidité qui se trouve en dessous. Faut savoir qu'au printemps, ici au Québec, ben, en général, toute la période des sucres, la température passe au-dessous de zéro la nuit et au-dessus de zéro le jour. Donc, on a des périodes gel, dégel, gel, dégel. C'est très, très, très dur sur les bâtiments. D'où l'importance que les bâtiments soient vraiment imperméables. Autrement, ben, l'eau qui se trouve en dessous des matières ben, gonfle avec la glace et ben, fait exploser à peu près n'importe quoi comme matière. Donc, nous, crépi, vous avez mis plusieurs couches? Ben, on a mis plusieurs couches, puis on a pris de l'expérience, on est rendu bon en crépi, mais l'idée étant de ne pas le refaire à chaque année. Il y avait plusieurs options, la peinture, type de la peinture qui sont utilisées dans les piscines, donc une peinture un peu caoutchoutée. Mais on voulait tellement pas rater notre coup et l'imperméabiliser une fois pour tout qu'on a opté pour une membrane projetée, polyurée, beaucoup plus dispendieuse que les peintures ou même teintures imperméables. Mais bon, on s'est acheté la paix en gros. Donc là, on a fait mettre la membrane l'automne dernier. Il reste encore pas mal d'humidité à l'intérieur, le temps de la sortir. La problématique est simple, c'est que
comme le bâtiment est maintenant imperméable, si on chauffe le bâtiment, ben, l'eau qui est dans les murs a tendance à s'évaporer et à être bloquée par la membrane. Donc, le temps de séchage risque d'être assez long. C'est la personne qui est venue, la compagnie qui est venue nous poser la membrane nous a bien avisé de cette étape. Vous avez un peu emprisonné l'eau dans la maison. Oui, mais il fallait l'arrêter de rentrer, donc on a pour l'instant emprisonné l'eau un peu dans la maison et le temps de la sortir, d'où le Rocket Stove. D'où le Rocket Stove, voilà. Ouais. Sauver cette situation-là. Qui permet justement en général d'évacuer l'eau. Le feu consomme beaucoup d'humidité, elle sèche beaucoup, donc je pense que ça sera l'idéal pour assécher le bâtiment. Bien que là, la période estivale, déjà d'ouvrir les fenêtres et de laisser sortir l'humidité le jour, refermer les fenêtres la nuit pour... ouais, depuis 2 petites semaines qu'on est là, on a quand même vu une belle différence, ouais, hein, ça a bien séché à l'intérieur. Ouais. Donc, clairement, normalement, à l'automne, il ne devrait plus avoir de problème d'humidité. Et puis maintenant que c'est imperméable, donc une fois que ce sera sec, bon, bah, l'eau... Il n'y a plus d'eau qui rentre. Ouais. Eh bah, très bien. Est-ce que tu as d'autres points intéressants, tu crois, à aborder ou... Ben, disons que... Pour les fenêtres, là, comment vous avez fait Ben, c'est des fenêtres classiques, traditionnelles d'ici. Nous, on a... Pour une raison d'économie, plutôt choisi la taille des fenêtres en fonction de ce qui était le plus standard et le moins dispendieux. Et on a fabriqué nos moules pour les fenêtres parce que toutes les ouvertures sont moulées avec les sacs. Ah voilà, en fait, vous mettez des moules à la place des fenêtres. En fait, on met des racks en bois, en 2x4. De la forme de la fenêtre ou de la forme de l'ouverture qu'on veut avoir. Ouais, voilà, pour la porte aussi. Parce qu'on peut très bien mettre un linteau, c'est-à-dire que faire une porte carrée si on veut. Il suffit de faire un dessus de porte en béton, où là, notre sac est plus chargé en béton pour le dessus de la porte, pour être plus solide. D'accord. Donc c'est assez facile quand même de faire des ouvertures comme ça dans la... Clairement, en fait, les ouvertures sont prévues au départ. Nous, on avait tout commandé nos fenêtres, mais on avait tout préparé nos racks qui étaient déjà... Ce qui fait que, techniquement, on n'a pas eu trop de problèmes. C'est-à-dire que quand les fenêtres sont arrivées, ils rentraient bien dans nos ouvertures. C'était... Donc en fait, quand tu poses ta ligne de terre, enfin ton sac de terre, tu vas t'arrêter au niveau du rack et tu reprends après de l'autre côté, quoi. Exactement. Ok. Puis quand on arrive sur la partie ronde, on fait simplement on passe par-dessus, quoi. Après, pour la technique de construction, je mettrai un petit lien vers le... Clairement, il faut aller... Les gens qui sont intéressés, pour moi, j'aurais mal vu... essayer de me lancer dans un type de construction comme ça avec juste quelques vidéos. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller suivre la formation et puis même pour voir comment ça s'appelle, la petite vidéo que vous avez où on voit tous les jours, chaque jour comment ça avance là. Disons que c'est intéressant, mais j'aurais tendance à dire que c'est difficile sans suivre la formation. Nous, on avait aussi des apprentis longue durée qui étaient avec nous pour nous donner un coup de main. Et je pense que c'est vraiment utile. C'est relativement simple comme type de construction, mais il y a quand même beaucoup de choses à penser. Des détails comme c'est tous des boudins, des sacs comme ça qui sont un par-dessus l'autre. Ouais. Donc il n'y a rien pour passer la tuyauterie. Il faut tout prévoir les attaches. Ah oui, après pour la plomberie, pour l'électricité. 2 broches pour pouvoir attacher nos tuyaux. Mais si on les prévoit pas, on est embêté après ça pour attacher les tuyaux. Du grillage sur toutes les parties qui sont verticales, sinon le crépi ne tient pas. Plein de détails que vous apprendrez aussi pendant la formation que tu peux pas voir dans les vidéos parce que les vidéos dureraient des semaines. Bah oui. Ok, très bien. On a fait à peu près le tour. Hein. Si jamais on pense à autre chose... On rajoutera une petite partie et puis j'irai aussi montrer les sacs. Ouais, moi je rajouterais peut-être juste un détail parce que souvent ce qui est dit c'est type de construction rapide. 2 mois on construit le bâtiment, c'est vrai. C'est vrai qu'on déroule les sacs dans
cet espace de temps-là, mais il faut prévoir au moins autant de temps, puis voire même plus, pour toutes les crépis, pour obtenir un bâtiment fini. Tu veux dire que là, cette structure-là, en 2 mois, vous aviez empilé tous les sacs? Oui, mais c'est seulement les sacs. Je dirais que il faut prévoir 3 fois ce temps-là pour faire toutes les crépis, les peintures, etc. Donc, la plomberie, l'électricité, tout ça. Pour obtenir un bâtiment fini, c'est plus long que ce qui est dit dans beaucoup de vidéos. Et tu sais, dans beaucoup de vidéos, on nous montre la structure, un simple dôme. Là, on parle de multidômes attachés ensemble, qui est une structure un peu plus complexe. Je pense qu'il faut prévoir un peu plus de temps que ce qui nous est dit, parce que c'est sûr que la structure est en place, puis c'est l'essentiel, mais la structure n'est pas habitable sans les crépis, sans la plomberie, sans tout le reste. Le rocket stove. Ça marche très bien, je te remercie Sébastien. C'est moi qui te remercie. Donc voilà, merci encore à Sébastien pour toutes ces infos et puis le partage de son expérience. Donc comme vous pouvez le voir, on n'est pas rentré en détail dans les techniques utilisées pour cette construction, mais ça je vous laisse regarder par exemple le timelapse qui vous en dira un peu plus, ou aller prendre des renseignements sur d'autres sites spécialisés, il y en a beaucoup sur internet, vous trouverez ça facilement. Et si jamais vous connaissez des gens qui sont intéressés par cette technique d'éco-construction, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez connaître la suite d'un peu de mes aventures au Canada, et puis voir un peu ce qui va se passer. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. C'est du tempage, donc c'est quand on tasse en fait les sacs. En fait, c'est fait manuellement, simplement avec ce qu'on appelle un tempeur. C'est une pièce de fonte qui a un certain poids. Ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, nous, on a acheté les outils faits pour ça. Et il s'agit de faire tout le tour des sacs, en tapant bien la matière à l'intérieur pour permettre au ciment d'être compressé, mais de sécher lentement à l'intérieur des sacs. D'accord. Donc, on fait ça. Et ce qui est bien important, puis pas trop dit dans les formations, toujours, on le dit sur la fin, sur les étages du fond, mais j'aurais tendance à dire de tout temper de cette façon-là, avec une légère pente extérieure. Une légère pente extérieure, donc. Ce qui fait que quand l'eau infuse, elle a tendance à toujours glisser sur les sacs vers l'extérieur, à chaque rangée, ce qui aide à expulser l'eau vers l'extérieur. Et après, ça pose pas de problème au niveau du maintien des sacs l'un sur l'autre, non? Parce que là, il y a des fils de barbelés en fait entre chaque sac. Les sacs sont maintenus par des fils barbelés et sont en fait soudés ensemble à chaque rangée. Et en ayant une rangée par-dessus qui est jamais, la soudure est jamais à la même place, toute la structure est prise ensemble. Oui. Et quand je dis une légère pente, c'est une légère pente, c'est 1 ou 2 degrés, quoi. C'est pas, faut pas le penter, non plus le faire en billet. De toute façon, c'est pratiquement pas possible de tenter. Et c'est juste de maintenir une petite pente extérieure. D'accord. Ça aide pour l'imperméabilisation. Très bien.